Bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième cours de philosophie générale portant sur les notions de bonheur et de désir. Donc la dernière fois, nous nous sommes quittés sur un suspense insoutenable car nous ne savions plus si le modèle de l'ataraxie pouvait contenter l'homme durablement et si le désir conduisait nécessairement vers une forme de lassitude une fois assouvi. Vous vous souvenez aussi, car vous êtes des auditeurs attentifs, qu'une objection redevenait valable dans le cadre de l'ascèse épicurienne, à savoir que si je limite mes désirs au maximum, je risque de perdre le plaisir lié à la stimulation et à l'accroissement de mes désirs. En d'autres termes, nous sommes dans une impasse, soit le bonheur ne dure que le temps de la jouissance et il faut sans cesse le renouveler, et on n'est jamais tranquille, soit on est tranquille précisément, mais on l'est seulement parce que l'on s'efforce de désirer le moins possible, ce qui fatalement peut reconduire vers une autre forme de malheur liée à l'ennui. Il y a plusieurs manières de résoudre cette impasse, et une des manières les plus étranges, originales et qui tend à créer un nouveau problème par-dessus le marché, c'est celle de Rousseau telle qu'elle apparaît dans un extrait du 6e chapitre de la Nouvelle Héloïse, et qui va nous intéresser aujourd'hui. Rousseau, donc, je le rappelle au cas où, est un auteur du XVIIIe siècle. Il s'agit du siècle des Lumières. Je vous renvoie à ma vidéo d'introduction à la philosophie concernant les repères chronologiques si jamais vous en avez besoin. On a fait donc un grand saut temporel puisque l'on est passé de l'Antiquité grecque au XVIIIe siècle, mais vous verrez qu'en réalité il n'y a pas de logique strictement chronologique dans ma manière de procéder, simplement logique ou conceptuelle. Donc Rousseau développe dans ce texte dont je vous parle une idée qui a été plus ou moins reprise et développée par Stendhal dans son essai De l'amour au début du XIXe siècle. Donc autant dire que Rousseau est assez visionnaire et novateur. Il a d'ailleurs toujours été en décalage avec son propre siècle, on aura l'occasion d'en reparler à plusieurs reprises. Et sa pensée, par certains aspects, elle est même davantage propre du romantisme du siècle suivant. Donc il s'agit ici du phénomène de cristallisation du désir. L'expression est de Stendhal, pas de Rousseau, mais je l'utilise car je trouve qu'elle est assez parlante. Alors que signifie cette expression ? Cela signifie que notre désir par nature met sur un piédestal l'objet que nous convoitons et donc le cristallise, c'est-à-dire le fige de manière irrémédiable selon la valeur que nous projetons sur cet objet. Vous vous souvenez que j'ai défini dans une précédente vidéo le désir comme une tendance qui nous porte à la convoitise de choses ou d'objets précis. Eh bien, ici, on constate avec Rousseau que le désir est lié à un phénomène d'embellissement de la chose convoitée. Pour le dire autrement, quand nous désirons quelque chose, cette chose n'a pas une valeur absolue et indépendante de mon désir, c'est parce que je désire cette chose qu'elle est si belle. Bon, ça c'est pas une nouveauté, Spinoza le disait déjà un siècle avant, l'originalité de Rousseau, elle est à chercher ailleurs. La spécificité de la thèse de Rousseau, c'est que l'homme est malheureux s'il ne désire plus. Je cite Rousseau, « Malheur à qui n'a plus rien à désirer, il perd pour ainsi dire tout ce qu'il possède ». On peut trouver cette formulation étrange, pas parce que Rousseau lie le bonheur au désir, c'est une idée assez répandue, mais parce qu'il lie le fait de désirer à la possession. Si je ne désire plus, je n'ai plus rien pour Rousseau. C'est curieux, non ? En gros, ça veut dire que la réelle possession, c'est celle qui a de la contenance. Et il se trouve qu'elle est fictive. Elle repose dans l'anticipation du désir plutôt que dans son assouvissement, et on tient là le paradoxe de l'idée de Rousseau qui est que le désir, qui est pourtant, comme on l'a vu, une tendance qui nous pousse à l'assouvissement d'une pulsion, il se suffit à lui-même. La phrase du texte qui résume assez joliment ce paradoxe, c'est la suivante. « Tant qu'on désire, on peut se passer d'être heureux. On s'attend à le devenir. Si le bonheur ne vient point, l'espoir se prolonge, et le charme de l'illusion dure autant que la passion qui le cause. Ainsi cet état se suffit à lui-même, et l'inquiétude qu'il donne est une sorte de jouissance qui supplée à la réalité, qui vaut mieux peut-être. »
Bon, en gros, Rousseau distingue ici deux types de bonheur. Un faux bonheur, si on peut dire dont on peut se passer, hein, qui est celui de la jouissance une fois l'objet convoité possédé, et celui lié au charme de l'illusion, donc le vrai bonheur, tant que l'on n'a pas encore ce que l'on désire. Pour le dire autrement, l'homme jouit plus de ce qu'il espère que de ce qu'il possède, car il est dans l'incapacité de se satisfaire de la réalité. On peut donc se demander pourquoi. Est-ce que c'est pas une idée arbitraire? Bon, évidemment non, hein, il s'agit d'un philosophe quand même. Donc, qu'est-ce qui fait par exemple que lorsque je reçois le cadeau que j'attendais depuis si longtemps à Noël, ou que j'entame la relation amoureuse que je voulais entamer depuis si longtemps, je suis nécessairement déçu pour Rousseau? Eh bien cela vient en profondeur du pouvoir de notre imagination et du rôle constitutif que joue celle-ci sur la stimulation de notre désir. Pour le résumer, je ne désire une chose que si je l'imagine désirable. Et l'imagination, selon Rousseau, c'est une faculté qui nous permet de combiner des images mentales, hein. À partir de notre expérience du réel, on façonne des images, on les remobilise par le biais de la mémoire. Et ces images-là, eh ben, notre imagination va nous permettre de les combiner avec une infinité de variations possibles. Je peux créer autant de fiction que possible par mon imagination en combinant les différentes images autant que je le souhaite. Donc le malheur de l'homme vient donc de deux choses. D'une part, le caractère borné du réel, ce qui est sera toujours tel qu'il est et on n'y peut rien. Donc y a rien de plus objectif et de plus, on va dire, de plus impartial que le réel, hein, en théorie. Bon, la réalité que l'on perçoit demeure figée, et d'autre part, le pouvoir de notre imagination qui nous fait anticiper la jouissance que la satisfaction d'un certain désir va nous procurer. En gros, quand on emploie l'expression se faire des films dans sa tête, indirectement, cela vient de là. La personne amoureuse avant de débuter une relation, elle se fait ses propres scénarios avec son réservoir d'images, elle imagine la personne avec un degré de perfection qui dépasse les bornes de la réalité précisément, et une fois le moment venu de la consommation, lorsque le mariage est consommé ou que la relation a débuté, eh ben là, bim, c'est la déchéance. Donc quand je désire une chose, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer le plaisir que je vais ressentir lorsque je l'obtiendrai. Et fatalement, quand je l'obtiens, ce plaisir-là est toujours nécessairement inférieur qualitativement au plaisir que j'avais anticipé. L'imagination nous élève donc par son pouvoir au-delà de la réalité et nous empêche de nous en satisfaire. Satisfaire son désir, c'est donc renoncer au plaisir lié à la rêverie que peut nous procurer nos espoirs. Je cite encore Rousseau, l'imagination ne part plus rien de ce qu'on possède, l'illusion cesse ou commence sa jouissance. Donc effectivement, l'imagination ne confère plus la moindre parure, plus le moindre embellissement possible à l'objet. Si la femme que j'ai tant désirée se trouve être une garce en définitive, par exemple, je ne peux plus l'imaginer autrement. Les faits sont là et on ne peut plus les nier. De la même façon, si le prince charmant qui a été désiré, histoire qu'on évite de me taxer de misogyne qui voit tout à travers un prisme hétérocentré, s'avère être en réalité une sale brute puante, eh bien cela n'est plus possible de rectifier le tir avec son imagination. On pourrait donc se dire que tout ceci est bien triste et se demander si on est condamné au malheur pour Rousseau à cause du décalage irrémédiable et logique qui subsiste entre le réel d'un côté et notre imagination de l'autre. La réponse de Rousseau dans ce texte, elle est étrange mais c'est la suivante. Il y a un plaisir au fait même de désirer qui se suffit à lui-même, et puisque le désir se suffit à lui-même, du fait du caractère décevant de la réalité, mieux vaut se contenter de désirer sans jamais chercher à satisfaire nos désirs. Ah oui, quand même, bah oui. D'ailleurs, Rousseau va jusqu'à dire que le pays des chimères, c'est-à-dire des fictions, est le seul pays digne d'être habité. Puisque rien n'est plus beau que notre imagination, alors autant se contenter de rêver sa vie plutôt que de la vivre, pour le résumer avec une formule un peu moderne et expéditive. De fait, même un homme qui pourrait tout et partagerait avec Dieu son omnipotence
serait nécessairement malheureux car il aurait tout ce qu'il souhaite instantanément et n'aurait plus rien à désirer. Il n'aurait même pas le temps de désirer quelque chose que hop, il obtiendrait et donc il serait vraiment malheureux. Or, il n'y a rien de plus insupportable pour Rousseau que d'être privé du plaisir lié au désir. Je dois quand même préciser en passant que le désir chez Rousseau possède une certaine ambivalence, puisque dans l'Émile ou de l'éducation, il dit justement qu'il vaut mieux se contenter du réel sans chercher à se perdre dans les projections de son imagination et apprécier la vie telle qu'elle. Mais là, vous voyez bien que c'est le désir qui confère toute sa valeur à notre existence et qui même en vient à demeurer préférable à celle-ci par la beauté que confère notre imagination à ce que nous attendons. Bien évidemment, cette conception du désir est pour le moins curieuse, puisque pour Rousseau, le bonheur en vient à résider dans l'inassouvissement du désir, là où n'importe quel philosophe fait dépendre celui-ci de son assouvissement. On peut donc remettre en question cette thèse, à mon humble avis, en se demandant très honnêtement si le désir, avant même d'être une tendance accompagnée d'une certaine valeur que je projette sur un objet, ne possède pas une fonction vitale qui, quoi qu'il arrive, que je le veuille ou non, me pousse nécessairement et de manière irrépressible à le satisfaire. Pour le dire autrement, si le désir est une tendance qui me pousse à obtenir une certaine jouissance, ne serait-ce que pour ce que Épicure nommait les désirs naturels et nécessaires, comme on l'a vu, on peut se demander s'il est réellement en notre pouvoir d'échapper au malheur en nous contentant de rêver éveillé et en ne cherchant plus à satisfaire cet état d'attente qui pourrait tout de même générer un manque plus important que le plaisir lié à la rêverie. Autrement dit, est-ce que malgré tout, il n'y aurait pas un malheur plus grand lié à l'insatisfaction du désir plutôt que celui qui serait lié à la désillusion une fois qu'on l'a satisfait? Donc je vous laisse donc méditer sur ces interrogations philosophiques qui me paraissent tout à fait intéressantes et profondes pour ma part. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode où précisément nous nous interrogerons sur l'impossibilité irrémédiable que nous aurions à être heureux à cause du caractère perpétuellement décevant de notre désir. À très bientôt.